Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent, mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance. Petite news. Pour les passionnés de podcasts qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec François Daubinet. François Daubinet, tu as déjà une longue carrière derrière toi. Après 8 ans de formation en pâtisserie auprès des Compagnons du Devoir, tu intègres des établissements prestigieux à New York puis en France, comme l'Hôtel de Crillon, le Plaza Athénée, et participes à l'ouverture de la Michalak Masterclass. En 2015, c'est au sein du mythique restaurant Taillevent que tu laisses rayonner ta créativité. Véritable révélation, les professionnels reconnaissent ton talent de créateur d'une pâtisserie lisible, expressive et harmonieuse. Aujourd'hui, François, tu es chef pâtissier chez Fauchon. Hello François, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de t'interviewer à distance de Dubaï en France. Ma première question, elle est très simple. Je vais te demander comment tu vas. Le temps qu'on essaie de se joindre, c'est très gentil de me recevoir. Et donc, je m'appelle François Daubinet, j'ai 32 ans, je suis le chef pâtissier de la maison Fauchon à Paris et pour le développement international également. Et je vais très bien. On est confiné en France, mais on peut quand même continuer à travailler. Donc dans ce sens, tout va bien. D'accord, super. Donc on va revenir sur ton parcours, sur ton métier, sur le travail que nécessite le métier de pâtissier. Mais j'aimerais revenir avant donc sur ton enfance. Est-ce que c'était un rêve d'enfant de devenir pâtissier finalement? Alors pas du tout. C'était pas un rêve d'enfant. En fait, j'ai découvert en fait. Alors, pour commencer par le commencement, moi à la base je voulais être géologue, vulcanologue. Je suis assez proche de la nature et j'aime beaucoup m'inspirer de la nature et donc je voulais aller là-dedans, mais la vie a fait que ça n'a pas été le cas. Et donc j'ai découvert le métier de pâtissier lors d'une journée porte ouverte chez les Compagnons du Devoir. Et c'est là que j'ai vraiment eu cette première interaction avec le métier. D'accord. Et c'était dans quel contexte que tu as eu cette journée comme ça de découverte? C'était vraiment, il y avait je sais pas si tu connais les Compagnons du Devoir, c'est une association ouvrière des compagnons qui permet à des jeunes de se former à des métiers manuels dès leur plus jeune âge. Et donc dans ce cadre, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées comme dans toutes les grandes écoles. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller et
d'observer différents métiers manuels, de tailleur de pierre, d'ébéniste, de charpentier, enfin voilà, tous ces différents corps de métier et dont la pâtisserie. Et dans ce cadre-là, j'ai découvert un compagnon pâtissier qui était en train de souffler du sucre, en fait, de réaliser une pièce en sucre et de souffler du sucre. Et c'est là où j'ai vraiment eu un attrait et une envie de découvrir ce métier. Et ce qui est dingue, et je trouve, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un gap entre une passion comme ça qu'on peut avoir et décider vraiment d'en faire son métier. Voilà, on peut se passionner par le chant, par le théâtre, par la pâtisserie, mais se dire finalement, bon, bah voilà, j'aime bien, je vais en faire à côté. Mais toi, tu as vraiment décidé de te former. Et est-ce que tu peux l'expliquer en fait? Tu t'es dit, bon, ok, il y a que ça que je veux faire, ce sera pas, ça va pas rester finalement au stade de passion et de loisir finalement. Ouais, alors totalement, je peux expliquer. En fait, pour moi, ça a été différent un peu par rapport à d'autres pâtissiers, je pense, qui ont connu ce plaisir à la maison, d'échanger en famille avec des gâteaux le dimanche et tout. J'ai pas vraiment connu ça dans mon enfance et dans mon adolescence. Donc, quand j'ai découvert ce métier, c'était vraiment lors de ces portes ouvertes et dans la transmission et l'échange que j'ai eu avec ce pâtissier qui m'a expliqué la transformation de la matière et ça m'a instantanément passionné. Mais j'imaginais pas du tout que j'allais en faire d'abord un métier, que j'allais faire ce parcours. Donc si tu veux, c'est venu vraiment par la suite en fait. Ça n'a pas été une passion première. Mmh, mmh. Très bien. Et du coup, donc, tu as décidé, donc, comme tu le disais, de te former, donc, enfin, d'apprendre ton métier chez les Compagnons du Devoir. J'aimerais que tu nous expliques comment ça se passe concrètement, l'apprentissage de ce métier. Et est-ce que, justement, quand tu as commencé, ça t'a tout de suite confirmé, en fait, ton amour pour la pâtisserie? Alors oui, totalement. Alors, comme je te le disais, j'ai commencé chez les Compagnons. C'est une association qui permet à des jeunes de se former, et notamment en commençant très jeune, à 15 ans comme moi, dans le cadre d'un Tour de France. Donc on change de ville et d'entreprise tous les ans pendant 7 à 8 années en général. Et donc au travers de ces 8 années, on va dire, on se forme à différents métiers. Et là, en l'occurrence, pour la pâtisserie, moi j'ai commencé à 15 ans et j'ai fait un parcours assez classique avec un CAP pâtissier pendant 2 ans à Dijon. Et puis je suis parti ensuite à Nantes, j'ai fait un CAP chocolatier. Et j'ai bougé comme ça quasiment tous les ans et j'ai passé mes diplômes, un CAP pâtissier, chocolatier, boulanger, puis un BTM en 2 ans et enfin un BGEA, un brevet de gestion d'entreprise artisanale. Et tout ça dans le cadre des compagnons en France et à l'étranger. J'ai fait une petite excursion pendant presque 2 ans à New York. Voilà, tout ça, ça a vraiment été mon apprentissage en pâtisserie. D'accord. Et du coup, comment ça se passe en fait concrètement? Qu'est-ce que tu apprends? Si tu peux, voilà, nous expliquer un petit peu les petites techniques qu'on te montre lors de cet apprentissage? Alors c'est vraiment un mélange des 2, mais ça passe par beaucoup de pratiques. Il y a évidemment de la théorie, qu'on nous oblige à apprendre, lorsqu'on est apprenti et vraiment pour être poli, on ça nous fait chier. C'est plutôt un peu de la théorie comme à l'école et on n'est pas trop sensible à ça, mais c'est important de comprendre, et d'aller un peu plus loin dans les matières premières. Et ça passe par beaucoup de pratiques dès le début en fait. Il y a que là, vraiment dans le labo qu'on peut, sentir la matière, faire, toutes les premières erreurs enfin, professionnel. Et c'est à travers ça, en fait, c'est vraiment un métier qui s'apprend à travers la pratique, dans un labo, avec un tablier et les mains dans la pâte, si je puis dire, euh, avant la théorie. Et je trouve que la théorie, elle vient vraiment par la suite, quand on a compris déjà les bases du métier. Euh, En fait, c'est un peu simultané, mais il faut avoir un peu d'expérience pour comprendre la technologie des matières premières et l'interaction qu'elles ont les unes entre les autres et qui te permet d'aller un peu plus loin par la suite. Mmh. Et est-ce que rapidement finalement, alors je ne sais pas comment ça se passe et c'est pour ça que j'aimerais revenir un petit peu, en détail après, mais est-ce que tu as su que tu voulais, devenir un grand pâtissier tout de suite? Surtout que on était à une époque, donc j'imagine que c'était le début, c'était il y a quoi? C'était il y a 15 ans à peu près, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a 17 Il ans. n'y avait pas encore ce marketing autour de la pâtisserie qu'on voit aujourd'hui avec, voilà, avec Christophe Michalak, avec tout ça. Donc on est quand même, voilà, c'était pas encore ce métier de pâtissier qu'aujourd'hui, qui fait rêver, je pense, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Toi, est-ce que tu savais à ce moment-là que tu voulais devenir un grand pâtissier ou que, bon, bah, finalement, enfin, est-ce que tu avais cette ambition-là? Alors, pour te répondre, j'avais pas l'ambition de devenir un grand pâtissier. Par contre, j'avais une envie très forte de réussir dans la vie. Ça, je sais que dès que j'ai commencé à travailler, c'était très fort chez moi, une envie de me battre, de me dépasser, de vraiment réussir professionnellement. Je savais pas que ce serait dans une carrière de pâtissier comme ça, au travers d'un parcours comme je l'ai fait dans de grandes maisons. Mais par contre, dès que j'ai commencé, j'ai observé. Je me souviens très bien quand j'étais apprenti, je lisais le journal du pâtissier. À l'époque, c'était un peu le seul magazine qu'on avait quand j'avais 15 ans et je regardais ça sur mon lit le soir et c'était Christophe Michalak. C'est pour ça que ça me fait rire que tu parles de lui. C'est Christophe Michalak qui à l'époque tenait la tête d'affiche et faisait toutes les créations de recettes, toutes les pubs un peu dans la profession. Et donc, si tu veux, j'avais envie vraiment d'aller me challenger et d'aller à la rencontre de chefs comme lui. Et c'était vraiment un vrai but pour moi qu'un jour travailler à ses côtés. Et qu'est-ce que tu aimes dans la pâtisserie? Bon, c'est une question simple, mais bon, que j'ai envie de te poser. Ce que j'aime dans la pâtisserie, il y a plein de choses, hein. En fait, la pâtisserie, c'est un métier qui est incroyable. C'est un métier qui permet de voyager énormément. C'est un métier qui permet d'échanger énormément. On n'en a pas parlé encore, mais quand tu m'as demandé tout à l'heure comment ça se passe dans ce métier, l'apprentissage et tout, ce qui est important pour moi, c'est de bien expliquer que c'est un métier de passion, un métier qui demande quand même plusieurs années d'expérience avant de pouvoir s'exprimer et de créer quelque chose d'assez personnel. Et en fait, tout ça, ça passe par de la transmission de recettes, mais surtout de savoir-faire et de gestes et beaucoup d'observations. Et en fait, enfin, pour répondre à ta question, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il y a vraiment un échange, j'ai presque envie de dire de bons procédés, un peu un win-win. Quand tu travailles pour un chef ou pour un patron, bah, tu te donnes, tu t'investis énormément dans l'entreprise j'ai envie de dire pour le collectif, pour l'équipe. Mais en contrepartie, tu apprends une vision, des gestes, un savoir-faire, une recherche de matières premières, de goût, l'envie de faire du beau et du bon. Et en fait, c'est ça qui crée la beauté de ce métier. C'est qu'on a vraiment des échanges, je pense, forts entre chefs, dans l'équipe, au sein même d'une équipe. C'est ça qui est très fort en fait. Mmh. Et est-ce que, enfin, comment ça se passe? Est-ce que justement, l'ambiance entre les sous-chefs, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Est-ce qu'il y a parfois des coups bas finalement pour se faire remarquer? Ou justement, bah, comme tu le dis, apparemment il y a beaucoup d'entraide, c'est un milieu bienveillant? Alors, oui et non. Il y a plusieurs choses en fait là-dedans. J'ai commencé il y a 17 ans ce métier et je pense qu'on a eu cette chance d'avoir un métier qui est devenu médiatisé et avec la force des réseaux sociaux et tout qui a pris une notion totalement différente de lorsque je l'ai commencé il y a 15 ans. À l'époque, ça fait vieux con de dire, de parler comme ça, mais on protégeait les recettes, on protégeait les savoir-faire, on cachait tout. Il fallait surtout pas divulguer une recette d'une maison à l'autre ou enfin, c'était, tu vois, c'était un peu un monde un peu pas secret, mais tout était très bien gardé comme ça et il fallait pas trop partager. Je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. On a eu la chance de bien évoluer avec des jeunes qui sont toujours très demandeurs et qui se défoncent pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour avancer dans ce métier et continuer à se former. Et donc, on est devenu, je pense, enfin, je sens qu'en ce moment, en tout cas, depuis plusieurs années, on a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide. Ce que j'ai pas forcément connu au départ il y a 10 ans où il y avait parfois ouais, des choses qui n'étaient pas très saines parce que c'est un métier qui, quand tu n'as pas la vivacité et l'ouverture d'esprit d'aller faire autre chose, bah, tu t'enfermes très rapidement dans un labo et tu travailles énormément et donc tu deviens frustré et ça peut vite, je trouve que ça peut vite partir en truc un peu malsain, un peu, enfin voilà, un peu trop enfermé.
Mais pour répondre à ta question, je trouve qu'aujourd'hui, ça a vraiment changé dans le bon sens. On partage les recettes de toute façon maintenant, elles sont accessibles à tout le monde. Les savoir-faire aussi, il n'y a plus de secrets de glaçage ou de décor. Donc on est plutôt dans une bonne dynamique et une bonne énergie, je Mmh. trouve. Tu es passé rapidement, donc quand tu es sorti de ton école, enfin des compagnons du devoir, tu es arrivé rapidement dans des établissements prestigieux, donc de luxe. On peut parler de l'Hôtel du Crillon, du Plaza Athénée en France et même à l'étranger. Déjà, est-ce que très, très sincèrement, qu'est-ce qui a fait la différence pour que toi tu passes par des établissements comme ça directement? Alors, si tu veux, c'est très simple. Déjà, mes 7, 8 premières années de métier, je les ai fait, c'est important de le préciser, je pense, dans l'artisanat, vraiment dans des petites entreprises, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Euh, et après, je suis parti à New York quand j'avais 19 ans, dans une boîte beaucoup plus grosse qui s'appelait Financier Pâtisserie, où il y avait 3 magasins et on était déjà 22 pâtissiers à l'époque. Donc là, j'ai commencé à travailler dans des équipes beaucoup plus grosses et dans des structures beaucoup plus formées. Et lorsque je suis rentré en France pour finir mon Tour de France et mes études avec mon BTM et mon BGEA, euh, j'ai postulé en fait à l'hôtel de Crillon la première fois. Et pour répondre à ta question, ça s'est fait. Alors moi, j'ai vraiment pas forcé, mais insisté pour rentrer à l'hôtel de Crillon auprès de Jérôme Chossès à l'époque, qui a observé mon CV et qui m'a concrètement dit bah écoute, t'as pas un profil que j'ai l'habitude d'avoir parce que t'as jamais fait de grande maison. Et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut bien commencer quelque part. Et j'avais 22 ans quand je suis rentré au Crayon, mais ça faisait déjà, je te dis, 7 ou 8 ans que je bossais. Euh, et en fait, je suis rentré par la petite porte en tant que commis, puis demi-chef, chef de partie, sous-chef. Ça a été assez vite en fait. Après, à l'hôtel de Crillon, et puis donc je suis sorti de là. Je te dis, j'étais sous-chef. Et puis après, le Plaza Athénée. Et en fait, ça s'est enchaîné parce que à force de travail, de réseau aussi, de se donner, de s'investir énormément, bah, en contrepartie, bah, je pense que on a la chance de pouvoir évoluer après dans des maisons qui Et dans ces maisons-là, c'est plutôt, alors moi je te pose des questions, mais vraiment mon thème c'est le risque et je n'y connais absolument rien à la pâtisserie. C'est pour ça que vraiment je te pose des questions, mais vraiment c'est amateur. Et dans ces maisons, c'est plus grosse production ou plutôt artisanat? Comment ça se passe? Alors, dans ces grandes maisons, donc je suis passé donc par l'hôtel de Crillon, le Plaza Athénée, et puis j'ai fait l'ouverture de la Michelak Masterclass, donc j'étais le bras droit de Christophe Michalak, aux côtés de Yann Mengui et Marie Meunier à l'époque. Ensuite, j'ai fait le Taïwan, qui est un restaurant 2 étoiles Michelin, avant d'arriver chez Fauchon, donc en juillet 2017. Et donc, pour répondre à ta question, le fil rouge de toutes ces grandes maisons, c'est vraiment d'abord la qualité du travail, la précision. C'est important que je précise ça, que j'explique ça parce que c'est d'abord les achats. Ça commence par un super sourcing de matières premières. Donc, pour vraiment répondre, oui, c'est de l'artisanat à 100%. Après, il peut y avoir un peu de volume et c'est là où ça devient intéressant. Mais ça reste de l'artisanat à 100% où tout est fait maison, tout est fait en interne, et on sélectionne vraiment nos matières premières pour avoir le meilleur qui soit. Ensuite, on essaie de travailler intelligemment aussi et toujours chercher à aller un peu plus loin. C'est ça vraiment en fait le trait commun, je pense, de toutes ces belles Et maisons. si tu devais aujourd'hui nous dévoiler peut-être, alors peut-être que t'y as répondu, mais un petit peu des grandes leçons, des enseignements que tu as pu retenir de ces années et qu'aujourd'hui tu utilises et dont tu fais preuve finalement dans ton métier aujourd'hui chez Fauchon. Ouais, bah écoute, c'est un peu ce que je viens de te dire en fait. Moi, j'ai appris beaucoup dès que je suis rentré au crayon avec Jérôme, j'ai appris beaucoup la rigueur, la précision, l'investissement dans le travail, à faire des journées, à pas compter ses heures, parce que on était dans une recherche, dans une quête à la fois d'excellence et en même temps de créer quelque chose de complètement nouveau. Enfin, tu vois, tu as vraiment t'es embarqué un peu dans cette aventure. Et ça m'a suivi un peu tout le long. Et pour te répondre, ce que j'ai appris à travers ça, c'est vraiment le dépassement de soi, aller créer quelque chose de totalement innovant. La grosse différence aussi, c'est que dans ce genre de grande maison comme chez Fauchon aujourd'hui, par exemple, on travaille très en amont
les créations, ce qui n'est pas le cas en général quand je travaille plutôt dans des petites boutiques d'artisanat. Et j'ai appris si tu veux aller plus loin, en fait, tu es obligé de te mettre dans un cadre où bien en amont, tu penses ton sourcing, tes créations, ton volume, ton design, ta couleur. Et c'est ça en fait que ça t'apprend. À travers ce genre de maison, tu as la chance de pouvoir avoir les moyens de t'exprimer, de faire quelque chose de vraiment différent, d'aller, comme je te le disais, à la recherche de l'excellence et d'offrir le meilleur au client pour le satisfaire en Mmh. fait. Est-ce qu'il y a des différences, puisque tu nous parlais tout à l'heure que tu as travaillé aux États-Unis, est-ce qu'il y a des différences entre donc le marché américain et le marché français? Alors oui, il y a des différences évidemment. J'ai travaillé à New York, mais j'ai pas travaillé dans les autres villes. J'ai visité d'autres grandes villes aux États-Unis, mais j'ai travaillé qu'à New York. Ce que j'ai vraiment remarqué, alors déjà pour le travail au labo, dans les équipes, on n'a pas la formation, enfin les équipes n'ont pas la formation technique de pâtisserie française. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Les matières premières sont différentes elles aussi, et quand on veut faire de la pâtisserie française, on est obligé d'importer beaucoup de choses. Donc ça, c'est deux facteurs qui sont quand même à prendre en compte. Et ensuite, la différence sur le marché, je pense que les Américains sont très ouverts à des produits bio, sains, bons, mais il y a quand même encore une vraie différence entre ce qu'on peut créer en pâtisserie en France et à Paris et ce qu'on fait aux États-Unis, je pense, en termes de dégustation, de mes souvenirs, c'était quand même plus sucré et plus les portions étaient plus grosses. On peut pas passer à côté en fait. Mmh, bien sûr, ouais. Tu as travaillé donc auprès de Christophe Michalak, que l'on ne présente plus. Comment la Tout à fait. rencontre s'est-elle passée? Est-ce que tu peux nous parler donc de cette rencontre et puis après de cette collaboration, ce que ça t'a apporté? Oui, eh ben, écoute, Christophe, comme je te le disais, quand j'avais 15 ans, je lisais le journal du pâtissier de 15 à 20 ans. Et en fait, c'était un peu le seul média, le seul magazine qu'on avait à l'époque. Et je voyais Christophe qui faisait très régulièrement des pages, des couvertures, des créations, C'est dingue quand tu nous dis des que, pardon, pubs. je te coupe, mais c'est dingue quand tu dis qu'il y avait qu'un seul journal, alors qu'aujourd'hui et on en parle tellement, enfin il y a tellement de moyens, j'ai l'impression de se renseigner sur. Mais ça c'est Ouais. dingue. On pourrait en parler pendant des heures, mais en fait, il n'y avait pas à l'époque, évidemment, ni Facebook, ni Instagram, ni tous les réseaux. Et je me souviens que pour reparler de lui, Christophe, il avait lancé ça a été le premier à lancer son blog de pâtisserie, à travers lequel il parlait des autres pâtissiers. Ça a été le premier à le faire. Et c'est vraiment une grande qualité chez lui. C'est enfin, il y a 15 ans, il était déjà hyper avant-gardiste là-dessus. C'était le premier à avoir un blog, je me souviens, à parler des autres. Et c'était dingue, en fait. Et donc oui, on avait que le journal du pâtissier pour se renseigner sur les concours, sur les nouvelles créations, sur les matières premières qui sortaient de nos fournisseurs. Enfin, c'était vraiment, j'ai envie de dire, presque une autre époque. Et donc, dès très jeune, en fait, j'ai eu envie de travailler pour lui, avec lui ou à ses côtés, en tout cas, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné parce qu'il a été je trouve vraiment très avant-gardiste dans sa manière d'approcher le métier et il a même pas ouvert les portes, il a explosé les portes. Enfin, ça a été le premier à communiquer, ça a été le premier à aller à la télé, ça a été le premier à faire énormément de choses. Donc voilà, donc j'ai eu envie de travailler pour lui très tôt et j'ai eu la chance de le rencontrer parce qu'il était venu pour le club des sucrés à l'hôtel de Crillon à l'époque. Et voilà, on avait échangé quelques mots et puis après j'ai eu la chance d'aller au Plaza avec Jean-Marie Hublot qui était le chef à l'époque et on avait une team de ouf. Enfin, franchement, j'aime en parler parce qu'on avait vraiment une team de rêve avec, on était une quinzaine ou une vingtaine de pâtissiers qui sont tous aujourd'hui chefs des plus grandes maisons en France ou à l'étranger. Je pense à Jimmy Mornay qui est au Parc Hyatt, à Maxence Barbeau qui est au Shangri-La et plein d'autres. En fait, je peux pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux, mais on avait vraiment une équipe incroyable. Et puis après, pour finir, j'ai pu faire l'ouverture de la Michelak Masterclass, donc avec aux côtés de Christophe, et il y avait Yann Mengui et Marie Meunier. Et là aussi, c'était important pour moi de préciser ça parce on était une toute petite équipe et on a créé une nouvelle pâtisserie sous l'envie de Christophe en fait de créer des produits nouveaux qui changeaient tous les jours, qui étaient vraiment à l'époque très innovants. Mmh. Et toi, donc quand tu travaillais auprès de Christophe, tu étais simplement commis ou tu avais déjà un libre arbitre dans la création?
Ah non, bah, quand je travaillais auprès de Christophe, j'avais déjà 25 ou 26 ans et donc j'étais déjà pâtissier. Donc, si tu veux, j'avais déjà une liberté de création et c'est de toute façon ce que nous demandait Christophe. C'était vraiment se faire mal et aller chercher plus loin et créer des choses nouvelles en permanence. Et c'était vraiment ce concept et ce principe de changer de gâteau tous les jours. À l'époque, ça s'appelait les Fantastiques. Et on créait un gâteau différent par jour, tous les jours, qui était totalement différent de la veille. Et donc, on passait vraiment notre temps. Enfin, moi, c'est vraiment un vrai déclic pour moi, le moment où j'ai passé toutes mes journées à réfléchir et à créer quelque chose qui n'existait pas. Ça a été vraiment le déclic pour moi à cette période-là, en fait. D'accord. En 2015, donc tu rejoins le restaurant Le Taïwan, dans lequel donc tu peux vraiment exprimer, toute ta créativité. Avant de rejoindre Fauchon en juillet 2017, est-ce que tu peux, nous raconter cette fois-ci cette opportunité? Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir dans une telle maison? Oui, bien sûr. Alors très rapidement pour te répondre, de Michalak, de la Michalak Masterclass, je suis passé donc au restaurant Le Taïwan, qui est un restaurant 2 étoiles Michelin à l'époque avec Alain Soliveres. Et ça a été très important pour moi cette période-là, parce qu'elle a été assez courte, elle a duré 1 an et demi, mais ça a été pour moi la première fois où j'ai pu créer mon équipe, mon style, mes envies, et ça a été très important pour moi. C'était que du dessert à assiette, mais c'est le moment où j'ai commencé aussi à faire des formations, à donner des formations, surtout sur du dessert de restaurant dans des écoles comme chez Valrhona par exemple, ou en France ou à l'étranger. Et donc c'était une période très, très importante pour moi de créer mon identité. En fait, je partais de chez Christophe pour créer ouais, mon style, mon identité, ce que c'était très important pour moi. Donc cette période, elle était hyper bénéfique parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur mes envies et sur comment je voulais exprimer aussi mon métier. Et donc dans ce cadre, j'ai fait aussi une petite année avant de prendre Fauchon, une petite année où j'ai fait pas mal de démonstrations, de conseils en France et à l'étranger. Et je te dis, je me suis vraiment créé un univers qui m'a permis d'aller un peu plus loin. Et ensuite, j'ai vu mon prédécesseur Patrick Paillet qui partait de chez Fauchon. Et ça s'est fait assez simplement. Je lui ai envoyé un texto savoir s'il avait déjà un remplaçant. Il m'a dit que non. Gentiment, il m'a mis en lien avec le, avec la direction. Et puis, il y a eu des échanges. Il y a eu de nombreux échanges d'ailleurs et des entretiens pour prendre ce poste. Et pour te répondre, je sais plus, tu me demandais pourquoi Fauchon. Bah écoute, c'est très simple. Ça faisait 15 ans que je faisais ce métier. Et j'ai fait de la boulangerie, de la pâtisserie, de la chocolaterie, du salon de thé, du restaurant étoilé, la restauration étoilée en palace, de la haute gastronomie, de la boutique. Enfin, j'avais vu un peu tout ça, et puis de la formation amateur chez Christophe, enfin auprès de Christophe, et de la formation pro ensuite en tant que consultant. Et donc j'avais vu quand même un panel du métier assez important, et je trouvais qu'il me manquait quand même à ma carrière et à mes envies enfin l'envie de prendre une grande maison qui soit à dimension internationale. C'était très important pour moi et de créer une brigade, une équipe qui me suive corps et âme, un peu tête baissée dans un projet de création et voilà, d'expression en tout cas. Très bien, et comment se sont passés donc, tes premiers jours dans une telle maison? Et est-ce qu'il y avait pas tu avais pas un petit peu, finalement la pression? Puisque je crois que chez Fauchon, il y a quand même Pierre Hermé et Christophe Adam qui sont passés, juste avant. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, si tu veux, pour finir ce que j'étais en train de te dire par rapport à la Maison Fauchon, ce qui m'intéressait, c'était cette dimension internationale avec plus de 70 boutiques dans le monde, avec une renommée incroyable. Et pour moi, ça a toujours été la maison de luxe et de pâtisserie et d'innovation de référence. Lorsque je suis arrivé à Paris la première fois, c'était un rendez-vous obligatoire à l'époque de Christophe Adam. C'était la meilleure équipe qui était là. C'était les Cédric Grolet, Jimmy Mornay, Patricie Barbour, enfin et tous les autres. Je peux pas citer tout le monde tellement il y en a, mais je pense à Benoît Couvrant. Il y a eu Dominique Ansel. Enfin, il y a que des très grands noms de la pâtisserie qui sont passés chez Fauchon ces 40 ou 50 dernières années. Dont Pierre Hermé, il était à ma place il y a 30 ans, et rien que ça, c'est fou. Mais donc du coup, si tu veux, j'ai eu ce sentiment de responsabilité avec l'envie de très bien faire et d'être à la hauteur de mes prédécesseurs.
je me souviens que c'était très fort quand j'ai pris le poste et je me suis mis une pression de dingue pour mes premières créations en me disant que justement il y a eu avant moi énormément de grands pâtissiers et de grands chefs et qu'il fallait être à la hauteur, quoi. Et du coup, comment se sont passés tes premiers jours et comment tu as géré cette pression? Bah écoute, les premiers jours, ça a été très sport, parce qu'en fait, je crois que j'avais pas du tout conscience. J'ai pris le poste, j'avais 29 ans. C'était un de mes rêves de prendre une très grande maison parisienne à 30 ans. Donc, je suis rentré, j'avais 29 ans. C'était pour moi déjà ça, quelque chose d'important et de significatif. Et lorsque je suis arrivé, je te dis, j'avais pas conscience, je pense, du poste que j'ai pris et de toute la dimension que nécessitait l'envergure du poste entre la gestion des équipes, la gestion des créations, et puis toute la partie qu'on connaît moins, mais la gestion administrative, financière, avec la direction, faire en sorte que de bout en bout, tout le projet soit cohérent. J'ai eu tout ça qui m'est tombé presque sur les épaules en une semaine, et je crois que j'ai mis du temps à réaliser, et j'ai mis au moins 6 mois à prendre mon poste en main, je pense, et à être même, je dirais même presque une année, à être à l'aise dans le projet, en fait. Mmh. Et justement, c'est hyper intéressant aussi que tu parles du management parce que toi, ton métier, c'est d'être pâtissier et c'est pas forcément d'être manager. Et toi, comment tu as appris finalement à manager? Comment tu as procédé? Et comment, de manière plus générale, ça se passe le management dans les cuisines? Alors justement, c'est une très bonne question, parce que c'est un sujet dont j'aime parler, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, dans notre profession. On apprend en fait, je dis toujours la même chose, mais on apprend à faire des gâteaux. Enfin, dès que j'étais très jeune, apprenti à 15 ans, on t'apprend à faire toutes les bases du métier, de la crème, des biscuits, des montages, des glaçages, des finitions. Et on a à aucun moment, il y a une intervention de formation au management. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu dans mon parcours d'apprentissage, ça n'existait pas. Et donc, en fait, pour aller apprendre à gérer des grosses équipes comme ça, qui est pas simple au quotidien, parce qu'on a une pression de résultats, de volume, de tout ce qu'on veut. Et ben, il a fallu que j'aille chercher. Alors moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, pardon. Donc, il a fallu aller chercher dans des livres. Je lisais le Management Minute, un livre que j'ai adoré et que j'ai quasiment offert à tous mes sous-chefs, je pense, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis abonné au magazine Management depuis au moins 10 ans pour justement avoir cette ouverture d'esprit d'aller chercher des outils ailleurs que dans notre profession parce qu'on est mauvais là-dedans, parce qu'on n'a pas de formation de management et je pense qu'il y a quelque chose à faire de très important à ce sujet. Et je sais plus ce que je voulais te dire, mais en tout cas, je l'ai appris un peu sur le terrain et en me formant à travers de la lecture, des outils informatiques, en échangeant aussi avec d'autres chefs pour savoir ce qui était bon ou pas bon. Et puis surtout, j'avais pas envie de reproduire ce que moi j'ai vécu parfois dans certaines entreprises ou auprès de certains chefs, avec un management à la dure, un peu con, où il faut subir avant de pouvoir comprendre. Je voulais surtout pas reproduire ça auprès de mon équipe. Et donc, je me forme à être sur un management beaucoup plus participatif. C'est hyper intéressant. Donc, tu citais certaines lectures, un magazine. Tu nous parlais d'outils aussi. Est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais nous citer, ou pas forcément, t'inquiète pas? Des outils, alors j'ai pas en tête des outils, mais je sais que à travers certaines formations, certaines lectures que j'ai pu avoir, alors j'ai eu un tout petit peu de notions de management quand j'ai fait justement ce dernier diplôme, là, le brevet de gestion d'entreprise artisanale, où on avait donc des notions de gestion, de communication, de RH, enfin tout ça, donc tout ce qui est un peu transverse et qui n'est pas dans la formation pratique du métier. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait ce qu'il fallait faire. Et après, je te dis, les outils, j'ai été les chercher dans des échanges, en regardant des tutos, en regardant des lives, en essayant de m'inspirer en fait de personnes qui sont pas du tout dans la profession, mais qui ont un charisme et un leadership euh, qui m'a toujours inspiré et qui n'est pas pour autant dur, tu vois, parce qu'on a un peu cette vision de l'extérieur de dire la cuisine, la pâtisserie dans le milieu, c'est très dur et tout, ce qui peut être vrai, ce qui peut être vrai.
Mais je trouve que, en tout cas, ces 5 dernières années, je pense que la plus jeune génération, on essaie vraiment de changer les choses et comme je te le disais, d'avoir un management participatif. Je sais que moi, enfin, il y a quasiment aucune création qui se passe, sans échange avec mon équipe. Jamais. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se fait plaisir et qu'on s'éclate, tu vois? Ah non, c'est top. Et est-ce que tu choisis, toi, ton équipe et les personnes avec qui tu vas travailler? Est-ce que c'est toi qui les recrutes directement? Bien sûr, à 100. J'ai heureusement la chance d'avoir, une totale liberté sur, mon recrutement, même sur la formation et la structure de l'équipe, comme elle doit être, en fonction de mes besoins, et carte blanche sur les créations, aussi évidemment. C'est en fait, sinon je peux pas m'exprimer. Si j'ai pas ces 2 outils de travail, je peux pas m'exprimer correctement. J'aimerais maintenant que l'on parle du processus créatif. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de prise de risque à prendre pour innover et se différencier de la concurrence. Toi, tu es un petit peu à part parce que tu es passionné d'art contemporain, mais également de l'art sous toutes ses formes et reconnu. Donc, quand on lit, enfin, moi, j'ai beaucoup lu sur toi, j'ai écouté aussi. Tu es reconnu pour ce souffle d'innovation chez Fauchon. Est-ce que tu peux nous raconter, comment tu conçois tes gâteaux et ton processus créatif étape par étape? Il y a beaucoup de choses dans ta question. Ouais. Le processus créatif, c'est un sujet dont j'aime parler et j'en parle assez régulièrement en ce moment, autour de moi. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. Justement, en fait, par rapport à ce que tu disais, chez Fauchon, même un peu avant ça, mais particulièrement ces 3 dernières années quand même, je réfléchis beaucoup à mes créations et au départ, je disais tout le temps, que je voulais faire quelque chose de différent, quelque chose qui n'existait pas, qu'on n'avait jamais vu et tout. Et maintenant, j'essaie plutôt de me concentrer sur quelque chose qui n'est pas différent, mais qui me ressemble. Et en fait, ça a fait une grande différence dans mes créations ces derniers temps, ces dernières années. C'est que j'essaie de faire un truc qui correspond à mes envies et pour ça, en fait, je vais chercher l'inspiration dans tout sauf dans la pâtisserie. Je vais très souvent voir des vitrines de grands magasins, je sais pas, Louis Vuitton sur les champs, c'est une référence pour moi parce que leurs vitrines, elles sont incroyables. Je vais très souvent dans des ateliers d'artistes, à la rencontre d'artistes pardon, pour voir et comprendre leur façon de travailler et leurs outils de travail. Je pense à un ami, à Romain Froquet, que j'ai été voir dans son atelier, où je me suis rendu compte que finalement, bah, on a des outils qui sont très similaires. En tout cas, pour répondre à ta question un peu, je vais chercher l'inspiration de mes créations totalement ailleurs que dans le métier, et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et j'essaie de cultiver ça. J'essaie vraiment d'exprimer un truc qui me plaît avant de répondre à une demande qui existe déjà dans le métier. Mmh, d'accord. Je sais pas si c'est très Si, c'est clair, clair, mais si, c'est mais clair complètement. Et quand tu imagines un gâteau, finalement, quelles sont les étapes? Parce que là, on a parlé de l'inspiration, donc c'est très clair. Mais quand tu imagines un gâteau, comment ça se passe, en fait? Parce que pour que vraiment qu'on s'imagine, bah, ceux qui ne connaissent pas, est-ce que ça passe par le dessin? Est-ce que ça se passe par qu'est-ce qui te vient, en fait, en premier? Alors justement, ça c'est une bonne question aussi parce que je pense qu'en fonction de la sensibilité du chef, enfin ou de la personne qui crée dans notre profession, c'est des processus de créa qui sont totalement différents. Moi j'avais souvent tendance à être très inspiré par les matières premières quand je recevais des super yuzu frais ou une super vanille de Tahiti parce que j'adore ça. Enfin, tu vois, la matière première est une vraie source d'inspiration et donc ça partait parfois de là. Et moi, ces derniers temps, j'ai plutôt tendance à aller vers le dessin, vers le croquis et j'imagine, heu, tout passe beaucoup à travers l'imagination de volume dans ma tête, avant même de penser à un goût. Donc c'est ma façon de faire, je sais pas si c'est la bonne, mais j'imagine et je dessine très souvent, des croquis, des volumes et des textures, tu vois? Des ambiances, des textures, une colorimétrie, avant même d'imaginer ce que je vais mettre dedans. Ça vient plutôt en second plan et pour ça, tu vois, justement, en fait, juste pour finir, mais c'est encore une chose que je voulais te dire, c'est que pour aller dans ce sens, comme je suis très sensible, tu l'as dit, à tout ce qui est artistique, à l'art contemporain, urbain, au graphe, à la peinture, à la sculpture, je me renseigne beaucoup, je me forme, je vais voir des expos, je vais voir des artistes, je suis pas mal de choses comme ça, et je me suis mis à me former en cours du soir depuis presque 3 ans maintenant. D'abord une première année et demie sur du modelage de céramique et de terre pour apprendre à faire, en fait, à travailler la matière,
mais qui soit ni du chocolat ni du sucre. Et cette année, là, depuis le mois de septembre, je me suis mis à apprendre à dessiner. Mmh. Bravo. C'est canon, je trouve. Bah non, non, mais voilà, c'est juste pour compléter, en fait, pour dire que dans la création, ça passe aussi à travers ça. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des outils techniques euh, pour, euh, pour créer, pour dessiner, pour aller un peu plus loin. Et donc, j'ai été chercher justement à travers une formation en cours du soir, du dessin, pour apprendre à faire des perspectives, des proportions et imaginer des volumes un peu différents. Mmh. Super. J'ai une dernière question avant de passer aux petites questions plus rapides que je pose toujours à la fin du podcast. La pâtisserie telle que nous la connaissons, c'est une question que je me pose puisqu'avec tous ces courants finalement vegan, sans gluten, est-ce que tu penses que la pâtisserie telle que nous la connaissons ne risque-t-elle pas de perdre finalement de son ascendance et de se transformer? Je ne pense pas. Je pense que c'est un métier qui est en pleine évolution, en pleine transformation. Ce qui est certain, c'est que ce que j'ai appris à faire il y a 15 ans ne m'est plus du tout utile. Toutes les recettes de base que j'ai appris qu'il fallait connaître par cœur, à l'époque, on nous demandait en pâtisserie de connaître la recette de la crème pâtissière, de biscuits de Savoie, de génoise, tout ce que tu veux par cœur, de tête et tout. On n'avait pas le droit d'avoir des cahiers de recettes dans le labo. Aujourd'hui, c'est impensable, c'est jour et la nuit. On a divisé le sucre quasiment par 2 ou 3 dans toutes les recettes. On a divisé toutes les matières grasses. Donc, on est passé par une phase comme ça depuis 15 ans et depuis vraiment ces 5-6 dernières années d'un métier qui s'est totalement transformé parce qu'on a eu accès à des moules beaucoup plus innovants, à du matériel beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus agréable pour travailler. On a du froid, de la congélation qui nous permet de faire des formes incroyables. Donc en fait, on est passé vraiment ces 5-6 dernières années par une évolution et une transformation totale de notre métier. Et on est revenu là depuis, je trouve, 2 ou 3 ans sur vraiment les fondamentaux du métier bien fait, un super flan, un super Paris-Brest, un super, je sais pas, enfin, des super tartes aux fruits cuits, tu vois, c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a 5 ou 6 ans. Donc en fait, c'est un métier qui, je trouve, avec le temps, un peu comme dans la mode, évolue en fonction des tendances. Et donc pour répondre à ta question, je pense pas que ces tendances vegan, sans gluten, sans farine, sans produits animaux, tout ça, soient un frein, mais ça participe totalement à l'évolution de notre métier. Et moi, je trouve ça chouette d'avoir des fournisseurs qui sont capables aujourd'hui de nous présenter des matières premières qui sont hyper qualitatives et qui peuvent être sans produit animal, qui peuvent être sans gluten. Ça veut pas dire qu'il faut forcément faire que ça, mais pour moi, ça correspond à l'évolution et en fait, on peut se permettre de faire une pâtisserie qui soit totalement pleine de beurre, de sucre et tout, comme on peut l'imaginer, comme un 4K ou comme des recettes comme ça très simples. Et on peut aussi aller vers des produits qui sont beaucoup plus récents dans l'approche, avec le travail sur des laits végétaux, avec des farines alternatives, avec des choses comme ça. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, c'est plutôt une opportunité d'aller un peu plus loin et de prendre en compte aussi tout ce qui se passe actuellement, tous les sujets sur l'environnement et de se dire que bah, en fait, on a deux options dans la vie. Soit on continue ce qu'on sait faire et en fait, on finit par mourir. On se réinvente. On a la capacité et l'énergie d'aller chercher plus loin et de prendre en compte, euh, bah, d'être dans l'air du temps, en fait. C'est génial de pouvoir faire aujourd'hui un cake qui, avant, c'était que à base de beurre, de pouvoir le faire aujourd'hui avec, je sais pas, de la courge, par exemple, ou de la courgette, ou d'utiliser des légumes pour remplacer une matière grasse. Ouais, C'est ouais, incroyable. c'est super. Non, mais je suis ravie pour la profession que ça. Parce que c'est vrai que j'en avais aucune idée en fait par rapport à tous ces courants, mais tu as bien répondu, donc c'est chouette. On va finir par des petites questions rapides, si tu le veux bien. De quel risque gustatif tu es le plus fier? Euh, ah, ça, c'est une bonne question parce que moi, tu sais que je joue beaucoup avec les éléments, avec les fruits, les légumes, les épices, et j'ose souvent aller sur des territoires qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en pâtisserie, et c'est un peu ma marque de Ouais, c'est fabrique pour ça que aussi. je t'ai invité sur le podcast Là, d'ailleurs. bon, parfait. Et alors là, très récemment, j'ai eu l'opportunité de retravailler un brie truffé.
Alors attention, c'est pas un gâteau, hein, mais tu vois, tu connais le brie truffé, tu sais, ce fromage qu'on coupe en deux, enfin le brie de Meaux bien fait qu'on coupe en deux et dans lequel on met de la truffe noire. Et donc là, on l'a réinventé avec un ami qui s'appelle Olivier Chavannes, qui est fromager à Toulouse. On a bossé comme des fous sur un projet de création d'un brie truffé 2.0. Et donc, c'est une mousse de brie et à l'intérieur, on a un cœur un peu de crème anglaise à la truffe noire. Et donc, c'est un produit totalement sans sucre qui est vraiment un fromage en fait. Donc, si je dois te répondre à un risque gustatif, bah, je pense qu'il n'y a rien de plus risqué que j'ai fait euh, ces dernières années, je pense, ou ces derniers temps, parce que je vais sur un territoire aussi qui n'est pas le mien du tout. Mais l'idée, c'était de se dire, bah, on prend tout le savoir-faire d'un fromager affineur et on utilise toute la technique de la pâtisserie pour faire des gâteaux où on transforme complètement la matière et on en fait une mousse, un crémeux, un cœur semi-liquide. Donc voilà, je pense que ça répond à Ouais, ta question. totalement. On a envie de goûter, hein, ça donne faim. Un échec que tu aurais vécu et comment tu l'as surmonté? C'est une bonne question. Il va falloir que j'y réfléchisse quelques minutes. Des échecs, j'en ai vécu plein. Comment je les ai surmontés? On peut revenir à cette question après, Pas de le temps que problème, j'y pas réfléchisse. de problème. L'idée reçue sur le métier de pâtissier que tu démens. Que c'est un métier masculin. Parce que même si c'est un peu dans l'air du temps comme sujet, moi ça fait au moins 5 ou 6 ans que j'ai quasiment 50% de mon équipe qui est féminine. Donc j'ai vraiment 50-50 quasiment d'hommes et de femmes dans mon labo. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, c'était quasiment que des hommes. Euh, donc ça peut être un premier sujet. Et puis de deux, ouais, bah, comme je te le disais tout à l'heure, cette notion de management, en fait, de management participatif, en fait, de défendre l'idée que en fait il faut réintégrer plus de participation et de collectif et de créer autour de soi une équipe que tu fédères pour un projet. Ce qui on a tendance à croire pour répondre à ce que tu me demandes que c'est vraiment un chef et que c'est que le chef qui décide et qui fait qui a le droit de vie ou de mort sur chacun. En fait, non, ça se passe plus comme ça. En tout cas, ça ne peut plus se passer comme ça, je pense, dans les années à venir, pour nos jeunes, pour qu'on ait envie de continuer d'exercer cette profession, de transmettre dans des super valeurs et qu'on se fasse plaisir et que ce soit que du partage, tu vois. Totalement. De tout ce que tu as appris dans ton métier, mais également dans la vie, enfin une leçon, par exemple, si tu pouvais retenir qu'une chose. De tout ce que j'ai appris dans mon métier, si je devais retenir une leçon, je pense parce que je suis très là-dedans en ce moment, de s'écouter, d'écouter profondément son envie, parce que le métier que j'exerce, c'est pas du tout celui que j'aurais imaginé il y a 10 ans ou 15 ans, parce que entre-temps, ça répond aussi un peu à ta question à laquelle j'ai pas répondu juste avant, d'échecs quand ça faisait 7 ou 8 ans déjà que je faisais ce métier, j'avais envie de changer de métier parce que justement j'étais enfermé dans une production qui ne me plaisait plus et il me manquait cet aspect de création. Et donc pour répondre à tes questions, ce qui m'intéresse aujourd'hui vraiment, c'est toute la création, toute la direction artistique d'un projet, plus que de faire des gâteaux. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que une leçon à retenir, c'est que faut s'écouter et faut pas avoir peur de se créer son métier à sa propre identité. En fait, on n'est pas obligé de reproduire le schéma de ce qu'on a connu parce que le chef pâtissier il est censé faire des gâteaux et des tartes aux fraises toute sa vie, tous les jours. C'est pas vrai. On a une profession qui nous permet de voyager, de s'exprimer, de créer des choses incroyables à travers le monde. Et il faut en profiter, quoi. Moi, j'ai envie de donner un message hyper positif à la jeune génération qui arrive et qui va nous dépasser, Hmm, quoi. totalement. Les questions que l'on te pose le plus souvent sur ton métier. En général, la question qu'on me pose le plus souvent, quel est mon dessert préféré? Alors, quel est ton dessert préféré? Sachant qu'en général, j'en mange jamais à la maison. Euh, non, je réponds souvent que c'est le riz au lait. Je trouve qu'un très bon riz au lait à la vanille, avec un petit peu de fleur de sel ou un tout petit peu de zeste d'agrumes dedans, c'est incroyable. C'est à la fois, on croirait pas, on pense que c'est tout simple, mais je vais pas dire que c'est technique, mais un riz au lait bien cuit, ça peut être Ouais, vraiment hyper ça fait gourmand. la Et je différence. pense que ça, Hmm. ouais. Tes prochains rêves. Mes prochains rêves. Professionnels, je dirais, je sais pas si c'est un rêve, mais c'est plutôt un objectif, de réussir le concours du meilleur rue de France.
J'ai été en finale en 2018 dans la dernière édition et je l'ai pas eu. Je suis passé à côté parce que j'étais pas prêt. Et ça répond bien à la question que tu m'as posée tout à l'heure d'ailleurs. Un échec que j'ai vécu, est-ce que ça m'a appris? Ben écoute, j'ai tout donné pour ce concours, le concours du meilleur oeil de France pâtissier, qui est un concours incroyable et qui a une renommée internationale. J'ai vécu un énorme échec lorsque je l'ai pas eu la dernière fois. Mon objectif actuellement, c'est d'y retourner à la prochaine édition et de l'avoir cette fois, de repartir avec. C'est quand la prochaine édition? Alors ça a été décalé suite au Covid. C'était censé être 2020-2021. Donc je pense qu'on va avoir une sélection en 2021 pour une finale en 2022. Ok, d'accord. Bon, on te suivra, on ressortira le podcast pour te faire de la pub. J'espère que cette fois ce sera la bonne. Et une dernière question, donc ma question rituelle du podcast, donc qui est sur le risque. Quelle est ta définition donc du risque par rapport à ton métier? Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement? Quelle est ma définition du risque? Je trouve ma définition du risque, je dirais. Attends, avant de te dire des bêtises, je vais réfléchir juste un tout petit peu. Je dirais que le risque, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, de s'enfermer dans un schéma classique et qu'on croit qu'on ne peut pas renouveler, alors qu'en fait, il faut pas hésiter à péter les barrières et aller chercher vraiment au plus profond de soi ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et il faut pas se limiter en fait à une liberté de création. Ça pour moi, c'est un peu ma définition du risque. En fait, pardon, je remets mes idées en ordre, mais le risque pour moi, c'est de s'enfermer dans un sujet ou dans un quotidien qui nous enferme dans un truc où on est contraint de faire et qu'on ne le fait pas par passion et par envie. Ça, pour moi, ce serait le plus grand danger. Et c'était quoi la deuxième partie Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement? J'ai lu une phrase il y a pas longtemps, alors je ne sais pas de qui elle est, mais j'ai lu une phrase qui disait si tout vous semble sous contrôle, c'est que vous n'allez pas assez vite. Et ça, je pense que c'est une très bonne image de réponse. C'est que, je pense qu'il faut y aller parce qu'en fait, si on cherche à trop cadrer les choses, à faire trop parfait et que tout soit sous contrôle, en fait, on fait plus rien de fun. Et en fait, il faut oser, pour moi, vraiment le message, c'est de se dire qu'il faut oser, faut vraiment pas hésiter à se faire plaisir et à prendre des risques, quitte à faire un truc, parfois je dis un peu égoïste, même si ça me plaît qu'à moi, même si ça fonctionnera pas, faut pas hésiter à y aller parce que sinon en fait on s'enferme dans une routine et quelque chose qu'on connaît déjà, quoi. On va finir par ces belles paroles. Merci beaucoup François. Je t'en prie Laura. Merci à toi. Merci. À bientôt. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.